Bonjour chers élèves de troisième, j'espère que vous allez bien. On va faire face à notre échelle, on va faire face au virus et au confinement. Comment? Moi je vous le propose, très simplement, avec la culture et la connaissance de votre cours d'histoire. Le nouveau chapitre s'appelle Indépendance et construction de nouveaux États. Il serait bien que vous suiviez ce cours à distance à partir de votre manuel de la page 118 et suivante. Indépendance et construction de nouveaux États. Pour aller plus vite, on peut résumer ce cours en interne, la décolonisation. J'espère que vous avez en mémoire votre cours de quatrième qui s'intitulait la colonisation. La décolonisation est un processus d'accession à l'indépendance des colonies. Une colonie, voire votre cours de quatrième, est un territoire qui a été confisqué, annexé, exploité par un pays européen qu'on va appeler les métropoles. Une métropole est donc un État européen qui possède des colonies. La colonisation a eu lieu à la fin du XIXe siècle. Qui concerne-t-elle cette colonisation? Elle concerne les Pays-Bas, l'Italie, le Portugal et bien sûr le Royaume-Uni et la France. Le Royaume-Uni et la France se sont constitués au XIXe siècle les deux plus grands empires coloniaux. Souvenez-vous quelles en sont les raisons. La raison officielle, et bien sûr qu'était un alibi, qui était une mauvaise, méchante, fausse raison, était d'apporter la civilisation à des peuples soi-disant inférieurs, à des peuples considérés soi-disant comme des grands enfants, incapables d'accéder par eux-mêmes à l'éducation, à la santé, à la civilisation. Mais la vraie raison, vous en doutez, bien sûr, est toujours la même, la convoitise. Faire main basse sur les richesses de ces terres, et notamment en Afrique, sur les minerais, mais surtout le bois précieux. Regardez la carte page 118. Un petit rappel de nos espaces de colonisation. Le Royaume-Uni s'est constitué, je le disais il y a quelques minutes, le plus grand empire colonial. Regardez l'Afrique. Le Royaume-Uni s'est emparé de toute l'Afrique de l'Est. En fait, il a suivi toute la vallée du Nil. Il s'est emparé de l'Égypte et en descendant le Nil jusqu'à sa source de toute l'Afrique de l'Est, l'Ouganda, le Rwanda, jusqu'à l'Afrique du Sud. Passons à la France. La France a le deuxième plus grand empire colonial. La France s'est emparée le plus tôt possible pour elle dès 1830 de l'Algérie. Le Maroc et la Tunisie ont suivi, puis d'un bon tiers de toute l'Afrique subsaharienne et l'Afrique noire, qu'elle a divisé en deux groupes de colonies, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Comme si ce n'était pas suffisant, elle a aussi colonisé Madagascar. En Extrême-Orient, le Royaume-Uni et la France sont aussi présentes. Le Royaume-Uni s'est colonisé sa plus belle, sa plus grande colonie, son fleuron, son joyau, les Indes. Quant à la France, elle s'est emparée de la colonie d'Indochine. Essayez d'avoir ce petit lexique en mémoire. Alors, la décolonisation va arriver à partir de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1945. On va essayer de voir pourquoi. Ceux d'entre vous qui sont très précis, on peut faire une petite halte sur le Portugal, qui lui aussi a des colonies en Afrique, le Mozambique, l'Angola, et la Belgique, qui n'est pas en reste. Elle a une immense mais unique colonie, le Congo, qui est la propriété personnelle du roi des Belges. La colonisation va durer de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 60 grosso modo. De nos jours, il n'y a plus aucune colonie. La France n'a plus aucune colonie. Les dernières colonies ont accédé à l'indépendance dans le monde dans les années 1990. Revenons à notre cours. Pourquoi, deuxième partie que nous allons voir, pourquoi à partir de 1945 le contexte est propice à la décolonisation? Pour plusieurs raisons. La Deuxième Guerre mondiale a été une sorte de secousse tellurique dans le monde. Grosso modo, c'est les démocraties qui ont fait la guerre au régime totalitaire. Grosso modo, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis représentent le camp de la liberté et de la démocratie. Ils ont fait la guerre au régime totalitaire, au Japon, mais surtout au nazisme allemand et au fascisme italien. Le Royaume-Uni et la France ont largement mobilisé leur population coloniale pour faire la guerre.
Vous auriez vu dans les rangs de l'armée de la France libre, vous auriez vu des Algériens, des Tunisiens, des Marocains et des hommes de l'Afrique subsaharienne. Une fois que la guerre est terminée, ces peuples qui ont constitué, retenez cette expression, des partis indépendantistes, demandent l'indépendance. Après tout, nous avons combattu avec vous. Nous avons combattu avec vous dans le camp de la liberté. On a mis à bas ces méchants régimes totalitaires qui opprimaient la liberté. Donnez-nous l'indépendance. Pas du tout, disent pour la plupart des cas nos métropoles européennes. Pas du tout. Repartez dans vos colonies. On verra plus tard. Tout redeviendra comme avant. Et donc, cette fin de non-recevoir donnée par les métropoles européennes qui refusent l'accession à l'indépendance va stimuler la création de ce qu'on appelle des partis indépendantistes. C'est des partis politiques qui sont dans la clandestinité et qui veulent l'accession à l'indépendance. Je voudrais que vous reteniez 2 exemples. Le parti indépendantiste algérien FLN, Front de Libération Nationale, et le parti national du Congrès, le parti indien. Deuxième raison qui fait que après la Deuxième Guerre mondiale, le climat est propice à la décolonisation. C'est bien sûr la création de l'ONU. L'ONU, dans sa charte, stipule, promet à chaque peuple le droit à vivre dans un État. Un État est un territoire délimité par des frontières qui a son propre autorité politique. Donc en fait, l'ONU promet à chaque peuple la possibilité d'avoir un État indépendant. Donc l'ONU, qui va voir que dans ses rangs, il y a ces vieilles métropoles européennes qui sont des puissances colonisatrices, l'ONU va condamner constamment les puissances européennes. C'est désastreux pour l'image de ces pays qui prétendent représenter le camp de la liberté. Mais surtout, troisième raison qui fait que, après la Deuxième Guerre mondiale, qui voit des années 50 un contexte favorable à la décolonisation, c'est le contexte de la guerre froide. En effet, nos métropoles européennes n'ont pas de chance. Elles sont condamnées à la fois par les États-Unis d'Amérique et à la fois par l'URSS. Et pourtant, ces 2 puissances appartiennent à 2 blocs opposés qui se font une terrible guerre idéologique. Eh bien, même si ces 2 blocs sont antagonistes, même si ces 2 blocs sont ennemis, voire votre cours sur la guerre froide, ces 2 blocs se rejoignent pour condamner les métropoles européennes. Pour des raisons différentes. Les États-Unis condamnent au Conseil de sécurité le Royaume-Uni, la France, le Portugal, la Belgique et leur demandent de décoloniser. Ils les condamnent parce que eux, n'oubliez pas, les États-Unis, avant d'être un pays indépendant en 1782, étaient eux-mêmes une colonie. Étaient eux-mêmes une colonie du Royaume-Uni. Ils avaient déclaré leur indépendance en 1776 et en tant qu'ancienne colonie, les États-Unis détestent les puissances colonisatrices. Arrêtons-nous sur le cas de l'URSS. L'URSS, elle aussi, déteste la colonisation. Pour des raisons que vous imaginez. Pour l'URSS, le monde est divisé en 2 camps. Les puissances capitalistes et les puissances communistes. Et pour l'URSS, toutes les puissances colonisatrices sont des puissances capitalistes. C'est l'ennemi à abattre. Et pour l'URSS, la colonisation est le symbole de l'asservissement des peuples et le symbole du capitalisme. La colonisation a permis des profits gigantesques au système capitaliste. Donc l'URSS condamne la colonisation. Et retenez ça, l'URSS est souvent derrière, en embuscade, chaque peuple indépendantiste qui va chercher à avoir son indépendance. Voyons maintenant, chers élèves, une troisième partie. Troisième partie qui va nous voir 2 types de décolonisation, 2 études de cas. C'est pour ça que je voudrais, et je vous demande, avant cette petite conférence, de regarder la vidéo que je vous ai recommandée sur YouTube de 10 minutes sur la décolonisation de l'Inde. En effet, dans cette partie, je vais m'arrêter sur l'étude de cas de la colonisation et la décolonisation anglaise et une petite étude de cas beaucoup plus brève sur la décolonisation française. Le Royaume-Uni, comme je vous l'ai dit, est la plus grande puissance colonisatrice, dispose du plus grand empire colonial. Et on considère que les Anglais ont réussi leur décolonisation, alors que les Français ont échoué leur décolonisation. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Arrêtons-nous sur le cas de la décolonisation de l'Inde. L'Inde, comme je vous l'ai rappelé, est la plus importante colonie britannique. Elle fait partie du fleuron de l'Empire britannique.
Très vite, le parti indépendantiste indien, qui s'appelle le Parti national du Congrès, dès les années 30, demande aux Anglais d'accélérer la décolonisation. Et elle a un des nombreux chefs spirituels. Ce chef spirituel, ce chef qui a une importance colossale sur sur les idées du peuple indien, c'est un avocat du nom de Gandhi. Gandhi est non seulement un avocat, mais c'est aussi surtout un brahman. Un brahman, pour aller vite, c'est en Inde la caste, la catégorie des religieux. On le surnomme le très saint. En effet, en Inde, il y a en 1945 à peu près 500 millions d'habitants. L'immense majorité de ces 500 millions d'habitants sont des hindous. Ne confondez pas l'hindouisme, qui est la religion majoritaire en Inde, et l'indien, qui est l'habitant d'Inde. 500 millions d'hindous. Ces 500 millions d'hindous obéissent à des leaders religieux, spirituels, qu'on appelle les brahmanes. Et Gandhi est le plus prestigieux, le plus réputé. Très souvent, pour faire fléchir les Anglais, avant la Deuxième Guerre mondiale, il a une drôle de forme de lutte. Il est contre la lutte armée, contre la violence. Il prône la non-violence. Et il fait des grèves de la faim. Les Anglais sont craintifs. Si jamais Gandhi mourrait d'une grève de la faim, ça mettrait le feu aux poudres. 500 millions d'Indiens se jetteraient dans la révolte armée contre les Anglais. Donc les Anglais, dès avant la Deuxième Guerre mondiale, écoutent Gandhi. En Inde, il n'y a pas que des hindous. C'est ça qui va poser problème. Il y a une division religieuse. En effet, nous avons une importante minorité de musulmans qui vivent notamment proche des frontières de l'Est et du Nord du pays. Dès 1947, les Anglais ont compris que c'est le temps de la décolonisation. Et en 1947 sera venu le temps de l'indépendance de l'Inde. Les Anglais, le roi d'Angleterre, le roi George, envoient sur place pour accéder à la décolonisation le vice-roi des Indes, le neveu de la reine, Lord Mountbatten. Et Lord Mountbatten, qui est un homme brillant, va procéder à la décolonisation. Hélas, c'est là que ça va mal se passer. Car Lord Mountbatten, négociant avec Gandhi au nom des Indiens, au nom des hindous, négociant avec le chef des musulmans, du nom de China, va vite se rendre compte qu'il ne va pas avoir d'autre solution que de couper l'Inde en deux États indépendants. C'est ce qu'on appelle la partition de l'Inde. Pourquoi ? Parce que les musulmans, ne s'entendant pas avec les hindous, veulent aussi un État indépendant. Donc, Lord Mountbatten va préparer la partition de l'Inde en deux États. Il y aura au nord et à l'est un État musulman, et là vous regarderez votre carte page 124, du nom du Pakistan oriental et du Pakistan occidental. De nos jours, l'un de ces États s'appelle le Bangladesh, l'autre est appelé le Pakistan. Le Pakistan occidental, le Pakistan oriental sera un même État composé essentiellement de musulmans. L'Inde sera composée essentiellement d'hindous. Mais dans ces régions, il y avait des populations musulmanes en Inde et hindouistes au Pakistan. Donc, Lord Mountbatten va organiser le transfert de ces populations. Les populations indiennes qui vivent au Pakistan vont circuler et revenir en Inde. Les populations musulmanes qui vivent en Inde vont partir dans les deux Pakistans. Hélas, chers élèves, ces deux populations, indépendamment et involontairement, indépendamment de la volonté des Anglais, bien sûr, se croisant sur les routes, vont se massacrer. Et en 1947, il y aura des massacres interethniques à l'intérieur du transfert de ces populations. Ça va conduire à peut-être 500 000, 1 million de morts. Et dans ces épisodes, si vous regardez bien la vidéo sur laquelle je reviendrai, Gandhi, qui était contre la division en deux États, Gandhi va se faire assassiner par un nationaliste indien qui était lui aussi, qui suspectait Gandhi d'être favorable aux musulmans. Bref, après ces massacres interethniques, l'Inde va être décolonisée et donner naissance à deux États. Un État musulman, le Pakistan, un État hindou, l'Inde. Mais vous remarquerez que les Anglais ont fait tout leur possible pour décoloniser sans violence. Les violences sont venues de guerres civiles à l'intérieur de la colonie. Venons-en maintenant au cas de la France.
Alors, le cas de la France est, hélas, bien plus terrible. Bien plus terrible. La France, vous allez voir, a mal décolonisé. Dès 1954, elle a décolonisé sans violence la Tunisie et le Maroc. Elle décolonisera en une seule année, sans violence, toute l'Afrique noire en 1960. En revanche, elle tient par-dessus tout à l'Algérie. L'Algérie a un statut à part pour la France. L'Algérie n'est pas considérée en France, pardonnez-moi, comme une colonie. L'Algérie est la plus ancienne colonie française. Elle a été conquise dès 1830 par la monarchie. Et elle a été divisée en 3 départements. Les habitants musulmans n'ont pas le droit de vote à l'Assemblée nationale. Les Français considèrent l'Algérie non plus comme une colonie, mais comme faisant partie intégrante du territoire national. Et surtout, il y a une part importante de population algérienne qui est constituée d'immigrés venant de France. Ces immigrés venant de France, des paysans, pour la plupart, des commerçants, sont partis à la fin du XIXe siècle et ont installé la culture de la vigne. Ça fait au moins 3, 4, 5 générations qui sont installées en Algérie. Cette part d'origine de la métropole, on les appelle les pieds noirs. Et donc c'est une colonie de fort peuplement. Et vous allez voir, la France va échouer dans sa décolonisation. Je reviendrai sur l'Algérie. En effet, la France va devoir faire face à une première guerre de décolonisation. La France va devoir faire face ailleurs, en Extrême-Orient, à une guerre de décolonisation contre sa colonie d'Indochine. Les Indochinois vont se révolter militairement. De 1945 à 1954, la France intervient militairement contre sa colonie d'Indochine. Les Indochinois vont vaincre militairement, avec l'aide de la Chine et de la Russie, l'armée française, et notamment la terrible bataille de Dien Bien Phu. En 1954, les Français, vaincus, sont contraints, après la défaite de Dien Bien Phu, d'accorder l'indépendance à sa colonie d'Indochine. Et c'est pour ça que je reviens à l'Algérie. C'est à ce moment-là, en 1954, que l'Algérie commence à se soulever contre la France. Une guerre va opposer l'Algérie à la métropole. Cette guerre va durer 8 ans. Militairement, l'armée française va gagner la guerre d'Algérie. Mais pour autant, idéologiquement, si vous compreniez cette idée, psychologiquement, si vous voulez, politiquement, face au reste du monde, la France va perdre la guerre. Le conflit va être terrible. Ça va être la déchirure entre la colonie algérienne et la France. À l'intérieur même de la France, on se déchire entre les gens qui sont pour l'indépendance de l'Algérie et les gens qui sont contre. La guerre va durer 8 ans, de 1954 à 1962. En 1962, par les accords d'Évian de mars 1962, la France accorde l'indépendance à l'Algérie. La coupure a été terrible entre l'Algérie et la France. Le terrorisme a agi, des bombes explosent, que ce soit en métropole ou en Algérie. Je vous en parlerai en cours. Et surtout, il a fallu régler le statut des pieds noirs, ces Français rapatriés d'Algérie qui vont devoir quitter rapidement l'Algérie et revenir en France. Mars 1962, naissance de l'Algérie. Voyons ce que deviennent maintenant ces nouveaux États, une fois qu'ils sont indépendants. Et là, c'est une partie, la dernière partie, peut-être la plus difficile à vous expliquer. Voyons ce que deviennent ces nouveaux États une fois qu'ils ont acquis l'indépendance. Eh bien, pour eux, ce n'est pas facile. Ces nouveaux États, l'Afrique, l'Extrême-Orient, devenus indépendants, massivement sont des États pauvres. Massivement sont des États qui vont devoir faire face à tout problème administratif. Il faut construire une administration, un système de santé, un système scolaire, et surtout, il va falloir faire face au sous-développement. Alors, très souvent, n'oubliez pas qu'on est dans un contexte de guerre froide, la plupart de ces États, hélas, tombent dans le camp de la dictature, parce que l'URSS les avait soutenus lorsque c'était des simples partis indépendantistes. En effet, dans ces États, c'est les partis qui étaient pour l'indépendance qui vont devenir maîtres du pouvoir, et très souvent les transformer en dictature. Alors l'URSS les soutient. Elle les a soutenus quand ils étaient des colonies, elle continue à les soutenir. Mais certains d'entre eux, de ces États, qui viennent de l'asservissement, qui étaient des colonies,
n'ont rien à faire, si vous me permettez de cette expression, de choisir leur camp. Ils n'ont pas du tout envie d'être soumis à l'un des deux blocs, soit de rentrer dans le camp des Américains, dans le bloc de l'Ouest, soit de rentrer dans le camp du bloc de l'Est. Ils venaient d'être asservis en tant que colonie de métropole européenne. Donc beaucoup de ces États, retenez ces idées, vont essayer de faire une troisième voie entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Cette troisième voie, on va les appeler les non-alignés. En 1955, à la conférence de Bandung, en Indonésie, la plupart de ces nouvelles colonies se réunissent et ils décident de ne pas choisir leur camp. Ils seront ni du côté du bloc de l'Ouest, ni du côté du bloc de l'Est. Et alors, on va petit à petit les appeler le tiers-monde. Et oui, c'est la naissance de ce mot qui veut dire le troisième monde, entre le bloc ouest, le bloc est, et ils vont s'opposer de toute façon aux pays développés. Dans ce prolongement de la conférence de Bandung, en 1961, à la conférence de Belgrade, ces pays pauvres se réunissent et ils décident d'être des non-alignés. Retenez cette expression. Ensuite, c'est-à-dire de ne pas suivre la ligne soit des pays du bloc de l'Est, soit des pays du bloc de l'Ouest, de créer une sorte d'indépendance de ces États pauvres. De nos jours, comme vous le savez, le monde est plus divisé en Ouest et en Est. Le monde, comme vous le savez, est divisé en deux grandes catégories. Au nord, les pays développés. Au sud, globalement, les pays pauvres, qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés, et même si une troisième catégorie est en train de naître depuis les années 70, qu'on appelle les pays émergents. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de suivre cette petite conférence en ayant votre manuel ouvert, de lire tout le chapitre et de suivre les consignes que je vous ai mis sur Ops. À bientôt, chers élèves.